Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous faire confiance. On se retrouve pour un nouveau numéro de Parlons Sport. Parlons Sport aujourd'hui avec la visite d'Infantino, le président de la FIFA, à Alger, en Algérie plus précisément. Une visite, je le rappelle, au centre de Tlemcen, qui a été financé par la Fédération internationale de football. C'est un centre de formation fédérale. On reviendra avec lui, on en parlera de cette visite, on parlera également sur le terrain, puisque la compétition africaine revient de demi-finales et non des moindres. Le CRB, tout d'abord, qui va affronter le Zamalek. Et puis il y aura la deuxième rencontre samedi, c'est notre deuxième représentant, l'USMA d'Alger, qui affrontera Safi, une équipe de l'USMA en difficulté. Le CRB à la recherche d'une première finale continentale. Et puis on ira sur le championnat national. On est à 5 journées de la fin. Si pour le titre c'est quasiment fait, le Moudia d'Alger sera sacré champion d'Algérie. En revanche, la deuxième et troisième place, rien n'est encore fait. Deuxième, troisième, c'est la Champions League et la Coupe de la Confédération africaine de football. Et puis on parlera de Ligue 2, la JSEB El Biar, qui pour la première fois va jouer en Ligue 1 et va rejoindre Ben Aknoun, qui a déjà assuré son maintien. En revanche, pour le groupe Centre-Est, rien n'est encore fait entre le Cap de Batna, Biskra, le Mob de Béjaïa, voilà Annaba également qui peut espérer accéder. Et on terminera avec notre championne Kélian Emour, qui cette fois-ci a brillé notamment au bar asymétrique, qui reste son agrès de prédilection, mais qui a brillé cette fois-ci à l'agrès, la poutre, où elle a remporté la première place. Pour en parler avec nous, on reçoit M. Aït Abdelrahman. Bonjour, bonsoir M. Aït. Bonsoir Lamar. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle, international, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 1990, vainqueur de Coupe des clubs avec la JS Kabylie. Aujourd'hui, vous êtes directeur technique de Wilaya à la Ligue de Tizi Ouzou. Voilà, merci une nouvelle fois d'être avec nous. Avec plaisir, Maman. Et Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir Maman, bonsoir M. Saoud. Bonsoir Ali. On reviendra sur la visite d'Infantino. Mais avant, on va aller sur les compétitions africaines. On est à la veille de ce premier match du Shabab Riadi de Belouizdad face au Zamalek. Et samedi, ce sera au tour de l'USMA d'Alger. Et on peut avoir, ça serait historique, deux clubs algériens en finale. Alors, on va commencer avec le CRB. L'entraîneur est parti, c'est les adjoints qui ont repris, avec Sba qui a rejoint la barre technique. Ce changement qui intervient juste avant cette confrontation, est-ce que ça peut perturber ou pas le groupe ? Ça peut être une arme à double tranchant, parce que ça, tout dépendra de la motivation des joueurs, surtout quand on joue une demi-finale de Coupe d'Afrique. C'est pas toujours possible de jouer cette compétition, donc je pense qu'ils vont mettre ça de côté, essayer de préparer sereinement leur compétition, surtout même en championnat, il y a quand même un retour au classement et ils sont là pour se battre pour la deuxième ou la troisième place qualificative pour une Coupe africaine l'année prochaine. Donc de ce côté-là, je pense il y a une dynamique positive sur le plan résultat. J'espère qu'elle continuera pendant cette joute africaine, ce qui permettra peut-être, et je le souhaite au CRB, d'aller en finale, Inch'Allah. Ça serait historique. On n'en est pas encore là, parce qu'il y a une première manche et une deuxième manche. Le fait d'avoir joué un quart de finale face à une équipe égyptienne, Al-Masri, donc le Shabab Riadi de Belouizdad, qui reste, on va dire, dans le même style égyptien, c'est pratiquement le même jeu. C'est un avantage, on va dire. Avantage, je ne dirais pas que c'est un avantage, mais je pense dans cette coupe de la CAF, nos équipes peuvent rivaliser contrairement à la Champions League, mais dans les coupes africaines, je pense qu'elles peuvent se battre pour une place en finale. Effectivement, au tour précédent, on a fait sortir une équipe égyptienne. C'est toujours possible de le faire, surtout avec cette dynamique de résultats qui est là. Vous savez, pendant un match, pendant une saison, il y a des moments forts, des moments faibles. Il faut savoir profiter de ça. Il faut être fort au mois de mars, on dit généralement. Hein. Et là, je pense que le CRB, il est en période quand même assez intéressante. Est-ce que ça vous parle? Parce que Ali dit ils ont déjà affronté une équipe égyptienne, Al-Masri. Je rappelle, 1-0 au match aller, 0-0 au match retour. Un but partout, je pense. Un but partout, vous avez raison. C'est le but marqué à l'extérieur, un but partout, parce qu'il y a l'égalisation. Aux dernières minutes. J'avais oublié ce but. On est resté juste sur le but marqué par le CRB. Donc je vais revenir. Quand vous savez que cette semaine, Zamalek a étrié le Masri 4-1. D'ailleurs, le Masri a vu son entraîneur, El Kouki, démissionner. Est-ce que
ça parle aux joueurs? Est-ce qu'ils disent, mais attendez, Zamalek, donc c'est encore supérieur par rapport à Al Masry? Eh bien oui, sans cette joute entre Zamalek et El Masry, on sait tous que Zamalek il est un cran au-dessus qu'Al Masry. Donc les joueurs, certes, il y a cette dynamique d'avoir gagné une équipe égyptienne. En d'autres termes, vous êtes en train de dire, les joueurs doivent encore hausser leur niveau de jeu Eh bien oui. pour affronter Zamalek. Eh bien oui, c'est tout à fait normal. Puis on avance dans la compétition, on est aux demi-finales, on est aux portes de la finale. En plus de ça, le Zamalek, c'est une équipe qui est connue sur le territoire africain, donc c'est tout le monde qui doit se méfier, mais non pas pour avoir peur ou surestimer ses adversaires, mais prendre en considération les atouts, les points faibles, les points forts de cette équipe. Et comme je disais tout à l'heure, dans une compétition, il y a des moments forts, des moments faibles. Le CRB doit profiter de cette période de dynamique positive pour essayer d'aller titiller cette équipe égyptienne et de passer, Inch'Allah, en finale. Ça sera historique, Inch'Allah, si nos deux clubs passent en finale. Autre paramètre également, c'est que cette saison, le Zamalek est également un cran au-dessus d'El Ahly en championnat. Donc le Zamalek qui domine le championnat égyptien, alors que généralement quand on dit football égyptien, on dit El Ahly. Mais sur cette saison, le Zamalek qui est un cran au-dessus d'El Ahly, Ahly éliminé en Ligue des Champions. Vous savez, c'est des cycles. Mais comme le Zamalek et Ahly, c'est des institutions, ce n'est pas des équipes qui peuvent se perdre. On s'attendait également à ce que Pyramide, qui est champion d'Afrique en titre, parce qu'il n'y a pas encore de club qui va succéder, on s'est dit ils vont dominer le championnat égyptien et continuer sur leur lancée. Comme le dit si bien Ali, donc il y avait cette rivalité Ahly-Zamalek, il faut rajouter Pyramide. Bon, jusqu'ici, c'est le Zamalek qui domine le championnat. Comme vous savez, le championnat égyptien il se joue en deux parties. Il y a 21 clubs qui s'affrontent sur une phase aller en première étape. Puis, il y a les 7 premiers qui sont dans une poule pour jouer pour la première place et les places qualificatives pour les coupes africaines. Il y a le deuxième lot de 14 équipes qui jouent pour le maintien et pour la relégation. Le Zamalek, pour l'instant, il a joué un match dans cette deuxième étape. Il est premier, tout en gardant les points qu'il a récoltés en première partie. Donc, il est premier et il est en tête. Comme je disais, c'est des cycles entre le Zamalek et le Ahly, mais c'est des équipes qui savent se remettre en question, se remettre en cause, se revenir en force, même si le Ahly passe à côté cette saison, mais l'année prochaine, il sera toujours là. C'est ça les grandes équipes. Vous avez été joueur. Des fois, on a tendance, nous, journalistes, l'environnement, à dire attendez, Zamalek, ils sont premiers, la rivalité, ils sont connus sur la scène continentale. Est-ce que ça ne risque pas d'impacter le comportement des joueurs et de respecter un peu trop l'adversaire au lieu de le regarder dans les yeux et de le défier? Et là, est-ce qu'il n'y a pas ce risque? Et là, c'est le côté préparation mentale, parce qu'avant, on ne parlait que de préparation physique, technique, tactique. Là, les derniers temps, avec le sport de haut niveau moderne, on parle de préparation mentale, et c'est ce côté-là qui va faire la différence, même s'il y a deux équipes qui se valent, mais le côté préparation mentale, il prendra le dessus. Concernant les joueurs, vous savez, c'est vrai, je dirais peut-être les gens qui sont sur le banc ou autour, peut-être qu'ils vont faire ça, mais une fois sur le terrain, on ne réfléchit plus à ça. Reste à respecter ce qui a été préparé sur le plan tactique, être organisé pour ne pas discipliner, mais je ne pense pas qu'on va trop respecter, il faut juste respecter à sa valeur. Et du moment que le CRB est en demi-finale, l'autre est en demi-finale, donc c'est deux équipes qui méritent d'être là. Et moi, pour moi, c'est du 50-50. Que ce soit pour l'USM Alger plutôt, et le Chevalier d'IWZ, match retour à l'extérieur. Et on sait qu'avec la règle qui est toujours en vigueur dans les compétitions interclubs, donc le but à l'extérieur, c'est un inconvénient également. Le but à l'extérieur qu'on double en cas d'égalité. C'est ça, vous savez, des fois, dans des compétitions comme ça, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait de gros résultats, de gros scores. C'est généralement des petits résultats. Par moment, si on voit qu'on n'arrive pas à maîtriser cet adversaire, à aller le taquiner et lui marquer des buts, au moins éviter d'en prendre, surtout là, à domicile. Et là, il y a toujours un
côté méfiance, au côté, comment appeler ça, c'est pour ça qu'il faut toujours garder l'équilibre de l'équipe, même si on doit attaquer, aller vers l'avant, mais il faut toujours garder l'équilibre, surtout quand on sait les Égyptiens, ils sont très forts en transition. Donc là, il va falloir faire très attention. Justement, j'arrive. Benrit, Bouchanchouch, Ben Ayada, je continue, Khasser, Shahal, je ne vais pas tous les citer. Il y a de l'expérience dans cette équipe. On l'a dit au tout début, les bons dans l'entraîneur parce qu'il y a un plan de jeu à respecter, mais les joueurs n'ont pas besoin de paroles pour les motiver. C'est historique, ils peuvent rentrer dans l'histoire du club. Est-ce qu'on y pense en étant joueur? D'écrire l'histoire, être les premiers. Tout à fait, tout à fait. Bon, un joueur compétiteur de haut niveau, il doit, ce qu'il se dit, il doit marquer son passage dans ce club. Il doit laisser quelque chose pour les générations futures. On dit que telle génération est passée là en 2026, elle a pu faire sortir de grands clubs, si on doit faire sortir le Zamalek et marquer son histoire, bien sûr qu'on pense à ça. Et bien sûr penser au sacre parce que en plus de la compétition, il y a des moments historiques, il y a des moments spéciaux qu'on vit, soit pendant, soit surtout après la compétition, après une victoire. Quand on sait après une défaite, il y a une grande déception, il y a tout ça, mais après une victoire, il y a de la joie, on procure de la joie, parce que finalement, le foot, c'est un spectacle, on est là pour donner du spectacle aux spectateurs, procurer de la joie, et je pense, on pense à tout ça, des émotions, exactement. Voilà. Donc, je pense, tous les joueurs, celui qui ne pense pas à ça, je pense qu'il n'a rien à faire sur un terrain de football. Il est bon de partager ça avec le téléspectateur pour lire le ressenti du joueur sur un match, notamment, on est en demi-finale, plus besoin de mots pour motiver le joueur. Il est déjà dans le match, il se motive lui-même. Vous avez parlé de joueurs d'expérience, les joueurs que vous avez cités, les 5 ou 6 là. De l'autre côté, il y a la jeunesse. Moussoir. Voilà. Celui qui a marqué, je pense, en Égypte. Moussoir en Égypte. Voilà. Donc il y a cette jeunesse, il y a un amalgame entre expérience, fougue. Il y a Moussoir, Abbassi, on peut... Boukalchaoui également qui vit une première expérience. Exactement. Donc cet amalgame-là pourra faire mal en Égypte, soit avec la sérénité, l'assurance des expérimentés, mais il y a aussi cette fougue de cette jeunesse qui peut aller faire mal à cette équipe égyptienne du Zamalek. Contrairement au Shabab Riyadi Belouizdad, l'autre représentant, l'USM Alger, 3 défaites de suite. Et quelle défaite? Contre la JS Kabylie à domicile au 5 juillet, le derby contre le Moudia d'Alger, une défaite à l'extérieur contre l'AS Ochlef, et qui va se présenter cette demi-finale, on va dire, pas dans les meilleures conditions sur le plan psychologique. Face à l'Olympique Safi. L'Olympique Safi n'est pas mieux loti que l'USM. Ils sont derniers. Ils sont à la 14e place avec uniquement 11 points. Mais l'Olympique Safi qui a fait sortir le Wydad de Casablanca, le grand favori de la compétition. Et Célusma est là, il a fait un parcours de champion. Après les tours préliminaires, il s'est classé premier en poule. Il a devancé d'ailleurs. Une seule défaite, c'est en match à élimination directe. Et il a devancé qui? L'OC Safi. Donc il a été deuxième en poule. On a été faire match nul, je pense, là-bas. Ils les ont battus. On a gagné au Maroc. On a fait match nul en Algérie. Donc c'est un adversaire connu. Sur le plan compétition nationale, les deux équipes ne sont pas bien loties. Mais une fois dans la compétition africaine, c'est une autre compétition, c'est un autre état d'esprit, c'est une autre motivation. Et on a vu plusieurs fois des équipes mal parties en championnat national, ils ont été remises en selle à partir de la compétition internationale. Donc, j'imagine, je souhaite que ce soit le cas pour l'USM Alger, faire une bonne compétition internationale pour revenir, Inch'Allah, en force en championnat. Surtout d'autant plus qu'ils ont des matchs retard, ils peuvent toujours aller chercher une 3e place, ils sont engagés. Tout comme le dénominateur commun pour les deux clubs, demi-finalistes, la Coupe de la CAF, demi-finaliste en Coupe d'Algérie. Ils vont jouer que des finales. Si je devais vous dire, on va revenir, les deux équipes, leurs points forts, l'USMA et le CRB, leurs points forts, c'est quoi? Vous savez, si vous deviez dégager une qualité de ces deux équipes. L'USMA, c'est vrai, peut-être, je dirais que cette année, elle a mal démarré. Mais par la suite,
il y a eu l'apport, et il y a eu, on a senti qu'il y avait une complémentarité entre les joueurs qui commençaient à s'installer. Et plus on avançait dans la compétition, il y avait des repères, il y avait de la cohésion. Vous parlez de l'époque Abdelhak Ben Chikha. Ça a commencé doucement et là, on sent, même si on prend, entre parenthèses, le match USMA-JSK, l'USMA, elle s'est créé beaucoup d'occasions, elle a même dominé le match de bout en bout, mais malheureusement, elle n'a pas été efficace. Donc, pour la création d'occasions, elle est là, il se manque cette dernière touche. Souhaitons qu'elle sera là, cette dernière touche contre Safi. Et pour le CRB, si vous avez parlé d'une qualité? Pour le CRB, pareil. Le CRB, pour moi, c'est une équipe complète qui sait varier dans le jeu. Par moment, elle joue sur des transitions. Par moment, elle essaie de conserver. Ce qui a fait ça, c'est cet amalgame de joueurs entre expérimentés et jeunes joueurs. Donc, la variété dans le jeu fait la force du CRB pour moi cette saison. Très bien. Et si on devait parler des points faibles de ces deux équipes? Par exemple, si je vous dis le CRB, son axe central, il y a Kedet qui s'est blessé, il y a Wassa qui est en train de s'installer dans cet axe central. Bon, Il y a Ben Hamouda qui pourrait ne pas jouer. Est-ce que ça ne va pas peser? On attaque, des fois, on fait fi de toutes ces absences, mais en défense, généralement, on s'apaise, surtout s'il y a un manque de confiance, surtout de la part du staff ou des coéquipiers. C'est ça le problème. Sinon, Wassa, l'année passée, certes, il a fait une excellente Avec saison. Akbou, il a fait une belle saison. Cette année, il a mal démarré, donc même sa saison, elle a été mal démarrée. Il devait être à la GSK, puis au CRB. Après, il s'est blessé au CRB. Il s'est blessé, donc à la reprise, on s'est habitué à Keddad, et puis il y avait l'Aïfaoui qui est rentré dans l'axe. C'est cette instabilité qui pourrait faire créer un petit désordre, si j'ose dire là. Mais là, on peut le compléter parce que on ne doit plus parler de défenseur central, on va voir l'animation. Le bloc, l'animation défensive. L'animation défensive, comment elle va être. Les consignes qui vont être données. Si on doit jouer en 4-2-3-1, si on doit jouer. Donc il y a toujours l'équilibre dont je parlais tout à l'heure. Il faut toujours essayer de garder cet équilibre. En cas de pépin, il y a toujours quelqu'un pour couvrir l'autre et bien le remplacer. Question encore sur ces deux matchs? Je vais aller lui demander le score pour les deux matchs, son pronostic. Je n'aime pas dans les pronostics, mais souhaitons que ça sera, même si c'est une petite victoire, ça sera pour les nôtres, Inch'Allah. Comme le disait. L'essentiel, c'est ne pas prendre de but. Surtout. Ne pas prendre. Si on n'arrive pas à marquer, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas en prendre. C'est pour ça, toujours, l'équilibre. On doit attaquer, on doit essayer de taquiner ces équipes, mais faire attention surtout sur les transitions égyptiennes. Très bien. Je rappelle donc, puisque vous l'avez dit, demain, vendredi, le Chef Briadil Belouizdad va affronter le Zamalek d'Égypte, c'est à 20h au Nelson Mandela. Samedi, l'USMA d'Alger affrontera au stade du 5 juillet l'Olympique Safi. Première manche, la deuxième manche, ça sera la semaine d'après, on aura l'occasion d'en reparler. On va rester sur ce qui nous permet de se qualifier, ou qui permet au club de se qualifier aux compétitions africaines. En d'autres termes, leur quotidien, le championnat. La 26e journée débute aujourd'hui. On va revenir sur la 25e journée, avoir une photographie après 25 journées, même s'il y a des matchs de retard. C'est signé Ali Hamouche. Le Mouloudia d'Alger, solide leader du championnat de la Ligue 1 mobiliste de football, a concédé un coup d'arrêt en s'inclinant en déplacement face à la JS Sawa. Et pourtant, le doyen, qui restait sur 5 succès de suite, avait réussi à ouvrir la marque par Naïdji à la 15e minute de jeu. Mais finalement, les Béchari ont bien réagi en toute fin de première mi-temps par Zalani. Et à 10 minutes de la fin par Saadi qui offre à son équipe une précieuse victoire dans la course au podium. Les Mouloudiens
reste en tête du classement avec 52 points et 2 matchs en moins. À 9 longueurs sur leur dauphin, la JS Saoura avec 43 points. Au Nelson Mandela Stadium, le Shabab de Belouizdad n'a laissé aucune chance à l'espérance de Moussa Ghanem. Le capitaine Benrit a montré la voie en ouvrant le score dès la 12e minute de jeu. Khassef fera le break à la 25e minute. Benrit va ensuite signer un doublé à la 33e minute. Puis Boussouar aggrave la marque 3 minutes plus tard. Au retour des vestiaires, Boussouar va inscrire son deuxième but personnel avant que Benrit ne s'offre un triplé 2 minutes plus tard. L'Ivoirien Awa a finalement clôturé le festival offensif Belouizdadi. Ce deuxième succès consécutif permet au Shabab de remonter provisoirement à la 5e place avec 38 points et 3 matchs en retard, tandis que l'espérance de Moussa Ghanem s'enfonce un peu plus vers la relégation. La JS Kabylie, de son côté, a laissé échapper 2 précieux points face à la lanterne rouge. Le Moudiad d'Al-Bayed avait pourtant manqué un penalty dès la 7e minute par Belmiloud, avant de trouver finalement la faille grâce à Berkat à la demi-heure de jeu. Les visiteurs ont réagi avant la pause par Boudebouz, auteur du but égalisateur à la 38e minute de jeu. Après 2 victoires de suite, sous la conduite du coach intérimaire Rabah Ben Safi, la JS Kabylie marque ainsi le pas et reste scotché à la 7e place avec 35 points. Le Moudiad d'Al-Bayad a les 2 pieds en Ligue 2. L'autre relégable, le Paradou Athletic Club, a subi une nouvelle défaite en déplacement sur le terrain de l'USM Khenchela, 1-0, soit un 9e revers de suite. L'unique réalisation de la rencontre a été inscrite par l'international gabonais Matouti. Le Paradou s'enlise tout doucement vers la 2e division. Rien ne va plus non plus pour l'USM Alger, battu à Hlef 2-1. Les Algérois avaient pourtant ouvert la marque grâce à l'Ivoirien Kamagaté à la 27e minute pour son premier but sous le maillot rouge et noir. Mais les locaux ont inversé la tendance par Benchouia avant que Debari ne transforme un penalty à la 68e minute de jeu. Cette 3e défaite de suite fait glisser l'USM Alger à la 11e place avec 29 points et 3 matchs en retard. Enfin, l'entente de Sétif et l'étoile sportive de Ben Aknoun se sont neutralisés 1 but partout. Djabout a donné l'avantage aux visiteurs dès la 12e minute avant que Boubker ne rétablisse l'équilibre 3 minutes plus tard. Au classement, l'entente de Sétif reste 13e avec 27 points, tandis que l'étoile sportive de Ben Aknoun rejoint la JS Kabylie à la 7e place. En ouverture de cette journée, disputée vendredi, le Mouloudia d'Oran est allé s'imposer en déplacement face au CS Constantine 1-0, tandis que le MB Ruisset et l'Olympique Arbou se sont neutralisés 1 but partout. L'enjeu reste désormais les places qualificatives pour les compétitions africaines. Les places africaines, pour vous, je vous ai, chaque invité qui vient, quand on parle du championnat, vous dit à d'Alger, sacré champion, ça y est. C'est bon. C'est fini, 3e fois de suite. Reste la 2e, 3e place, bien évidemment, et la Coupe d'Algérie. La 2e place, pour le moment, c'est la JS Saoura. Mais il y a trop de matchs en retard. Il y a le CRB qui peut revenir, il y a, même si l'USMA est un peu trop loin, l'USMA peut revenir. Il faudrait, au moins la 3e place. Pour la 3e place. Mais la 2e, la Champions League, c'est le CRB et la JS Saoura, je pense, qui sont les plus proches. Le MCO, à un degré moindre. MCO Ma'amar, avec 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Très bien, il est bon de le préciser. Quand vous regardez le classement, les matchs retard, est-ce que vous ne pensez pas, par exemple, que le CRB, qui va se mêler à la course pour la 2e place, risque de laisser des points, je vais vous le dire, avec les 3 compétitions, Coupe de la CAF et la Coupe d'Algérie? La répétition des matchs tous les 3 jours, entre les matchs retard, tous les 3 jours, est-ce que ça ne risque pas de laisser de l'influx, de l'énergie? Non, moi je ne pense pas ça de ce côté-là. Très bien. C'est très bien, on n'est pas d'accord là-dessus. Quand il y a des compétitions qui s'enchaînent, surtout quand il y a des victoires, il y a de l'euphorie, il y a de l'énergie, il y a un effectif qu'on peut faire tourner. Je dirais, jouer chaque 3-4 jours, ce n'est pas un problème ni sur le plan physique, surtout. Là, c'est vrai
Donc il y a de l'énergie à dépenser, mais je pense que les joueurs sont préparés pour ça. Il faut beaucoup plus une préparation mentale, surtout si le CRB arrive à se qualifier pour la demi-finale de la Coupe de la CAF. Là, je pense que le CRB va dérouler. Mais en cas d'échec, ça peut poser un problème. Donc de ce côté-là, moi, je préfère qu'il y ait un enchaînement de compétitions et même parce qu'il y a l'entraînement, d'accord, mais quand on enchaîne des compétitions, il y a comment dire ça, il y a une homogénéité qui se crée entre les groupes, il y a une dynamique, il va falloir continuer sur cette dynamique. Il y a un autre paramètre également, c'est que on a les deux équipes, le CRB et l'USMA, qui sont en Coupe de la CAF. Si l'un des deux clubs remporte la Coupe de la CAF, si l'un des deux clubs remporte la Coupe d'Algérie, donc ça peut libérer une place. Donc le quatrième peut jouer la Coupe de la CAF. Mais dans tous les cas de figure, il y aura 2 représentants en Ligue des Champions et en Coupe de la CAF. Mais le quatrième peut jouer la Coupe de la CAF également. Restons sur la Champions League. Qui vous voyez pour accompagner le Mouloudia? Si vous deviez avoir une équipe, au vu du classement, du programme, qu'est-ce que vous dites? En premier, je dis le CRB. En deuxième position, il y a le MCU qui avance doucement sans faire trop. Il a dit, allez, sur les derniers matchs. 5 victoires sur les 7 derniers matchs. Il a encore un match en moins. Donc c'est une équipe qui revient après 5 ou 6 ans qu'elle a joué toujours le bas du tableau. Ouais. Cette année, elle revient sans faire trop de bruit, mais elle avance et elle a la capacité d'aller s'accrocher au podium, au moins à la 3e place. Mais sinon, pour la 2e place, je dirais en priorité le CRB Belouizdad. Akhbou peut créer la surprise, décrocher une place en Coupe de la CAF? C'est possible pour la 3e place. Vous n'avez pas cité Akhbou, comme vous le dit Ali Hamouche, Constantine et la JS Saoura. Je parlais de la 2e place. Ah, la 2e place, très bien. Mais pour la 3e place... Qui pour gêner le CRB pour la 2e place? La JS Saoura. La JS Saoura, très bien. La JS Saoura. Sinon, pour la 3e place, il y a la JS Saoura, il y a l'Olympique Akhbou, le MCU et même l'USMA. La JSK, avec les points perdus à Al-Bayr, elle perd un atout pour cette 3e place. Le CS Constantine, vous ne voyez pas revenir? Le CS Constantine, il est en chute libre ces dernières semaines, donc je le vois mal revenir. Est-ce que vous ne pensez pas que le CSC, parce que ça serait historique pour le CSC d'aller en finale de Coupe d'Algérie, ce serait une première fois pour le CS Constantine, est-ce que inconsciemment les joueurs sont focus, voilà, le dit très bien, sur la Coupe? Inconsciemment, peut-être, mais sinon, pour dire laisser des points partir en championnat. Il n'y a pas un joueur qui laisse des points. Voilà, donc inconsciemment, c'est possible. Mais là, ça peut avoir l'effet contraire. Quand on joue des matchs comme ça, il y a des défaites qui s'enchaînent. Le jour J, pour jouer la demi-finale, on doute. Il n'y a pas la confiance. Il n'y a pas cette sérénité pour aller affronter cette demi-finale. Donc là, ça peut jouer un effet contraire. Justement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre club, la JS Kabylie? Jimbo est là, ça ne marche pas, il part, il ne perd plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Si vous avez une explication, parce que moi j'ai jamais... On ne peut pas vraiment donner d'explication. Ben Safi a redistribué les cartes, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, généralement, vous savez, c'est l'expérience nous a montré, généralement, quand ça ne marche pas dans un club, quand il y a un changement au niveau du staff, généralement, premier, deuxième match, ça marche. Mais il faut la durée, il faut voir. Il faut voir sur la durée, sur la continuité, sur l'enchaînement. Et là, je pense que la JSK a perdu une chance à Al-Bayr qui a les 2 pieds en Ligue 2. Donc, je pense qu'elle a perdu 2 de précieux points pour aller accrocher une place sur le podium. Donc, maintenant, il faut attendre sur tout dépendra de cette dernière ligne droite. Exactement, attendre la fin de saison. D'abord, il va falloir appuyer, je pense, ces matchs en retard. Il faut en finir avec. Comme ça, les choses vont s'éclaircir et pour les clubs et pour tout le monde. La JS Saoura, je reviens sur la JS Saoura, qui a eu déjà l'occasion de jouer la Ligue des Champions. Donc, il y a une expérience, le club, on va dire. Au moins le club. Moi, je dirais non, il n'y a pas d'expérience. Nous, on est, je ne sais pas, on est nostalgique à dire tel club, il a déjà joué, il a de l'expérience. Mais si on prend la composante de la JS Saoura, et côté administration, et côté joueur, j'imagine qu'on n'aura pas
5 éléments qui ont participé à cette compétition Non, africaine. aucun, je vous rassure. Pas les joueurs, même côté dirigeant, responsable du club, je pense. Il y en a 2 ou 3 qui sont encore en place. Donc, où elle est cette expérience? L'expérience, il faut l'accumuler saison sur saison avec la même composante de responsable et de joueur. Là, on pourra parler d'expérience. Sinon, pour moi, c'est des épisodes qui passent, mais... C'est comme à la JSK, il n'y a personne La qui a même joué une chose. compétition africaine. Il reste Douden peut-être. Bon, en tant que responsable, il y a Douden, il y a Karouf qui ont quand même Voilà, joué c'est tout. des compétitions africaines. 2. Mais sinon, pour les autres, je ne pense pas Aucun. qu'ils aient vécu une aventure Avec la africaine, JSK. Avec Voilà. la GSK. Les joueurs, peut-être qu'il reste un ou deux qui La ont finale de la Coupe de la CAF. La CAF. Sinon, donc, cette expérience, elle n'y est pas, elle est pour moi. Et pour la L'expérience, GSK? il faut être présent saison après saison. la pérennité et du cumuler, club. cette expérience. Si on parle d'expérience sur les coupes africaines, on parle du Ahly qui est chaque année là, on parle du Zemel qui est chaque année là, Mamelodi Sundowns ces dernières années qui est toujours présent. C'est là qu'on... Et dans un stade, l'espérance, un L'espérance, oui. stade avancé de la compétition. Tout à fait. C'est ce qui est important. Pour moi, dépasser les poules et atteindre Mais là, les ça ne va pas demi-finales. créer une cassure pour la JS Kabylie, qui revient en Ligue des Champions. Et si elle ne se qualifie pas pour une compétition africaine, la saison prochaine, elle ne va jouer que le championnat. C'est une cassure, on va dire. Non, je ne dirais pas que c'est une cassure. Moi, je vois la chose autrement. Il y a une nouvelle direction qui arrive. Je ne sais pas comment ils envisagent l'avenir du club. Est-ce qu'ils vont essayer de construire quelque chose sur, je ne dirais pas le long terme, mais le moyen terme? Est-ce qu'ils veulent aller chercher une place pour jouer? Tout dépend de la stratégie que veut la nouvelle direction. Mais une chose est sûre, que le club jouera pour gagner ses matchs et se classer le mieux possible. Je veux revenir juste Rapidement. derrière. On va revenir un petit peu derrière. Est-ce que peut-être, je ne dirais pas c'était une erreur, Hakim Dan nous le disait, la JS Kabylie, quand elle a décroché la 2e place, il n'était pas content. Pour lui, ça devait commencer par la Coupe de la CAF et aller vers la Ligue des Champions. Je disais l'année passée la même chose sur l'antenne de la radio. Très bien. Donc, Donc, voilà, vous également, vous partagez son avis, quoi. Oui, d'ailleurs même, Le retour devait se faire passer par la Coupe de la CAF. je dirais même pour nos clubs algériens, en Coupe de la CAF, on peut rivaliser, mais pour la Champions League africaine... Ah, il faut bien des- y aller, il faut il y a- avoir de l'ambition, il faut bien y aller. Mais il faut avoir de l'ambition, d'accord, mais il faut être réaliste. Il y a Il des faut- équipes qui ont pris beaucoup d'avance. Nous, on ne veut pas s'organiser. Il y a chaque année des problèmes, ça bouge trop et on n'arrive pas à se stabiliser, à stabiliser, Stabiliser les nos équipes. effectifs. Et les effectifs sur le terrain et les effectifs dirigeants. Parce qu'actuellement, ce n'est plus les joueurs qui bougent, Oui, mais le même les mercato des dirigeants qui dirigeants. bougent. Voilà, donc Très bien. il faut d'abord passer par là. Très bien. On a parlé de la Ligue 1, on est obligé de parler de la Ligue 2, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Il y a une équipe Qui a qui assuré. arrive, qui a assuré, c'est El Biar. Ils ont imposé un rythme infernal. El Biar, déjà la saison dernière, ils avaient fait une belle saison. Cette année, ils sont dans la continuité de la saison dernière, mais ils vont accéder. El Ils Biar, ont accédé. Ils vont rejoindre le voisin, Ben Aïknoun, en Ligue 1, qui est bien parti pour s'installer. Étonné de l'accession d'El Biar ou pas? Non. Si on prend les équipes qui sont en tête du classement de la Ligue de Centre-Ouest, la GSB en premier, l'USMH, l'Azmon, l'ASK, donc c'est transition toute faite quand je parlais d'organisation, de stabilité. La GSB, il y a une stabilité sur le plan administratif, sur le plan entraîneur, sur les 4 équipes que je viens de citer, c'est la seule équipe qui n'a pas changé d'entraîneur. C'est la seule équipe où il y a de la sécurité. Donc le mouvement de ces entraîneurs-là peut causer du mal à ces équipes et on ne peut pas aller rivaliser avec la GSB qui a fait un parcours excellent en tête du classement. Moi, je dirais félicitations à la GSB, c'est une accession méritée. C'est un parcours, tout simplement, un parcours De champion. de champion. 19 victoires, 2 défaites seulement, 4 nuls à l'extérieur, c'est tout simplement 8 victoires à l'extérieur. Il n'y a eu que 2 faux pas à domicile, c'était contre le RC Kouba et contre l'USM Al-Harrach, 2 matchs nuls à domicile. Les autres, c'était des victoires, 11 victoires à domicile. Très bien, mais on reprend ces chiffres. Ils vont accéder. Ben Aïknoun, petit budget de la Ligue 1, El Biar, le Paradou, s'ils étaient restés. J'ai l'impression que la cartographie de la Ligue 1 est en train de changer. Tout à fait, tout à fait. Et je pense, je disais tout à l'heure
qu'on était avec nostalgique. avec une domination des clubs du centre. Nous, on est nostalgique, on essaie de donner une dimension à des clubs. Ils avaient peut-être cette dimension par le passé, mais actuellement, il faut vivre dans le temps actuel. Et ces clubs-là sont désorganisés. On prend Ben Aknoun, pour moi... C'est un modèle, c'est un modèle. C'est un modèle de gestion. J'ai eu à discuter sur des plateaux avec le président de Ben Aknoun, M. Meberbache, qu'on salue par l'occasion. J'ai un aperçu comment que ça fonctionne. Donc c'est ces petits clubs qui commencent à s'organiser, qui vont peut-être faire mal à l'avenir. Oui, mais des clubs comme El Bihar, Ben Aknoun, Degré Moindre, le Paradou, qui a déjà participé à une compétition africaine, ils accèdent en Ligue 1 et la finalité. Est-ce qu'ils peuvent aller sur une compétition africaine? Est-ce que rester en Ligue 1, mais dans le même temps aller sur la formation, comme l'a fait le Paradou? J'y allais. C'est quoi? C'est quel modèle? Je ne pense pas que ni Ben Aknoun, ni la GSB vont se projeter dans l'immédiat pour aller jouer des compétitions internationales. Ils sont en Ligue 1. C'est s'installer en Ligue 1 et après Ligue 1, avoir des centres d'entraînement, des centres de formation, former des joueurs. Comme ça a été la politique du Paradou, le Paradou n'a jamais voulu. A très bien réussi à ce niveau-là. Le Paradou, il vit de ce qu'il gagne. Le Paradou, il est là à former des joueurs, à transférer des joueurs à l'étranger, avoir de l'argent pour faire fonctionner son club. Également, si on prend le championnat algérien, il n'y a pas un club où il n'y a pas un joueur du Paradou. Donc c'est sa politique. Et c'est le club qui transfère le plus de joueurs. Donc il est là et il a une vision. Contrairement aux autres, dès qu'ils arrivent, on va jouer le titre. Et là, il faut être réaliste et savoir se projeter. Très bien. Il est à Alger depuis aujourd'hui, c'est le président de la Fédération internationale de football. Il vient à Alger pour tout d'abord visiter le centre fédéral financé par la Fédération internationale de football, le centre de Tlemcen. Gianni Infantino vient à Alger également 2 mois avant la Coupe du Monde qui débutera le 11 juin prochain, où l'Algérie sera présente. Gianni Infantino, accompagné du ministre des Sports et président de la Fédération algérienne de football. Je rappelle, Gianni Infantino, pour voir ce qui a été réalisé, mais également pour accompagner le développement des fédérations. C'est l'idée qui ressort de cette visite en Algérie, Ali Hamouche. C'est une des vocations de la Fédération internationale de football, c'est-à-dire accompagner les fédérations dans, on va dire, le développement du football, notamment en Afrique. Je pense que ça ne sera pas le seul pays où Infantino, sur le continent africain, donc il visitera plusieurs pays où la FIFA a toujours fait en sorte d'aider ces fédérations à développer notamment le football au niveau des jeunes. Il est parti, il a quitté Alger cet après-midi, destination Tlemcen. La formation, on y arrive. Alors, ça devrait être les clubs. Mais quand les clubs ne répondent pas présents, à l'exception d'un ou 2 clubs, la fédération doit avoir les centres régionaux. Vous qui travaillez dans une wilaya, qu'est-ce que vous dites? Tout à fait, la formation. L'académie, les académies ont répondu présent à des moments donnés. Ben aujourd'hui, est-ce qu'il faudrait les pas... académies de la fédération. Oui, moi par exemple, je suis de ceux qui regrettent que Belabès est fermé. Tout à fait. Il aurait dû avoir Tlemcen, Belabès, Tlemcen financé par la FIFA, Belabès qui appartenait au ministère de la Jeunesse et des Sports. Justement, si on doit réouvrir ces académies, il faut qu'il y ait une vision, une stratégie. Parce que, comme vous l'avez dit, la vocation des clubs, c'est au club de former les joueurs pour espérer qu'ils arrivent aux équipes nationales pour des compétitions. Mais à un moment donné, comme les clubs faisaient défaut, on n'arrivait pas à former des joueurs compétitifs, compétiteurs pour rivaliser avec les nations africaines, la fédération a pris cette initiative. D'ailleurs, la génération gérée par M. Ibrir a donné de très bons résultats. Elle a joué une Coupe d'Afrique, une Coupe du Monde, puis elle a été reprise par l'entraîneur Schurman pour les Jeux Olympiques. Donc, je pense que c'est ça. Il y a un fruit. C'est pour ça que je dis, si on doit réouvrir ces centres de formation, il faut qu'il y ait une vision lointaine. Ce n'est pas sur 2-3 ans et puis fermé. Sinon, ça devrait être pour moi une période transitoire. Si vous prenez un Atouf du Mouloudia d'Alger, si vous prenez des joueurs qui sont dans la Ligue 1, certains étaient à Sidi Belabès. Tout à fait.
Et Au centre. ils sont nombreux. Oui. Je n'ai pas retenu tous leurs noms, mais il y a une dizaine au moins qui est en première division. Donc je pense que c'était des joueurs, c'était des joueurs de qualité. Et ils avaient le potentiel pour évoluer, pour jouer en Ligue 1 et peut-être même partir ailleurs. Malheureusement, il y a eu cette coupure. C'est pour ça que je dis, si on doit réouvrir ces centres, enfin, qu'il y ait des centres régionaux, il faut qu'il y ait une vision claire et lointaine. Vous parlez des centres régionaux, mais il ne faut pas aller également vers un centre national d'élite, on va dire, pour ces jeunes joueurs, à l'image de ce qui se fait, on va dire, à l'image de Clairefontaine, où les meilleurs joueurs sont regroupés dans un seul centre. Écoutez, l'essentiel, c'est qu'il y ait une stratégie. À partir de centres régionaux, puis avoir un centre national, ce n'est pas un problème. Mais qu'il y ait une vision, une stratégie, une planification claire et qu'il y ait une évolution d'année en année. Sinon, parler de centre régional ou centre national, pour moi, ça ne pose aucun problème. C'est la vision, c'est la stratégie, c'est la démarche qui est plus intéressante. Alors, vous parlez de stratégie, de démarche. Aujourd'hui, je vous pose la question. Vous êtes DT8, par exemple, sur Tizi Ouzou. Comment ça fonctionne au niveau de la wilaya, la détection, les jeunes, comment vous y allez? Si on prend un exemple de cette saison-là, il serait intéressant de savoir comment ça se passe au niveau local. c'est ma première saison en tant que DTU à Tizi Ouzou. Donc il y a beaucoup plus, on s'occupe du football de base. Cette année, il y a eu même deux nouveautés, un championnat U11 et un championnat U9, qui est une nouveauté en Algérie. Sinon, pour la détection, il y a des plateaux et il y a des émissaires qui vont aller voir les matchs, essayer de prendre les meilleurs. On organise des compétitions en interne au niveau wilaya. Par la suite, ça passe au niveau régional pour aboutir au niveau national. Comme la dernière fois, il y a eu le tournoi national des U13. Ça a commencé au niveau des wilayas. Chaque wilaya dégage son champion. Nous, à Tizi Ouzou, c'est une école que je dois citer, c'est ABC Foot, qui chaque année présente aux premières loges du championnat. Elle participe généralement aux tournois régionaux. Elle se qualifie même au tournoi national. Et là, ça finit au niveau national pour essayer de prendre les meilleurs et aller rejoindre les sélections nationales. Elle est encadrée par des anciens joueurs de la JSK, à l'image de Kharoubi, Meftah, qui prennent en charge tous ces jeunes. Tout à fait, exactement. Donc cette école. Parce que vous le vouliez ou non, comme le dit si bien, pour ces jeunes, vous êtes des modèles. C'est-à-dire, à travers vous, ils rêvent de faire comme vous. Tout à fait. C'est très important, l'éducateur et l'enfant, parce que l'enfant, il est là en face de son éducateur, c'est son modèle. Donc, il doit les suivre. C'est pour ça qu'il faut choisir les meilleurs modèles, les meilleurs éducateurs aux enfants, donner la bonne éducation, non seulement sur le plan footballistique, mais sur le plan... L'accompagner dès le bas âge jusqu'à... D'où la naissance, la présence de centres régionaux. Parce que quand vous mettez en place un centre régional, même si l'enfant vient dans le centre de formation ou dans le centre fédéral, il n'est pas coupé de ses parents. Donc il ne s'éloigne pas, il reste dans son élément et le centre va l'accompagner sur les études et le football. Parce qu'on a tendance à oublier, moi je le dis, je le rappelle, sur 20 ou 22 ou 25 joueurs, s'il y en a 2 qui arrivent au plus haut niveau, c'est une réussite. C'est une très grande réussite. Ben oui. Pour ça, il ne faut pas l'oublier. Non, on doit comprendre ça. C'est tout le monde. Ici, on croit que si on a 20 joueurs, il va falloir avoir 20 joueurs en équipe nationale. Voilà, et là, c'est une erreur. Il suffit de poser la question. Sur les joueurs, quand vous étiez enfant, qui vous ont accompagné, combien ont réussi? On n'est pas nombreux. Très bien, voilà. Donc, une seule chose, je parle toujours de notre génération junior à la GSK. Notre génération, on est passé de junior à senior à la GSK, 12 joueurs. Sur 2 saisons, c'est exceptionnel. C'était une année transitoire, donc il y avait 12 joueurs qui ont participé à la Coupe d'Afrique 90. Ça, c'est exceptionnel. Juste une information, je vous le rappelle, Raúl Alonso Sanguino est le nouvel entraîneur, il est espagnol, le nouvel entraîneur de l'équipe nationale de handball. Il succède à Bouchekriou. Sanguino, sa carrière, il a pratiquement faite en Allemagne, il a joué également en Macédoine, il a été entraîneur. Voilà à peu près les nations. Il a entraîné en Biélorussie également. Il a été
Donc voilà, pour le moment, il arrive. C'est vrai que c'est un entraîneur qui n'est pas très stable. Il a beaucoup bougé dans sa carrière. Il est né en 79. Il vient. Moi, je suis de ceux qui disent c'est bien de ramener un entraîneur étranger pour l'équipe nationale. Mais dans le même temps, il faut accompagner une réforme. Il doit y avoir une réforme qui doit accompagner le handball national. Sinon, un entraîneur étranger, il n'a pas de baguette magique. Il va faire avec ce qu'il a sur le terrain. D'ailleurs, on en a parlé la dernière fois du handball algérien. C'est pas possible que l'Algérie, qui avait les Bouchkerieux, les Boulmarsoula, tous ces joueurs-là qui dominaient l'Afrique, du jour au lendemain, il n'y a pas de joueurs. C'est pas possible. Il y a de la patte, je dirais qu'il y a peut-être une mauvaise prise en charge. On revient à la formation. On revient. Vous savez, c'est les sports co, n'importe quel sport. Il n'y a pas d'improvisation. Non. Donc, c'est clair, vous devez faire un certain nombre de choses qui doivent accompagner la formation des athlètes, que ce soit en sport co ou en sport individuel. C'est au début, c'est l'environnement. Le sport de haut niveau, le sport de compétition, et là, ses exigences. Actuellement, je dirais qu'elles ne sont pas réunies chez nous dans toutes les disciplines. Donc, il va falloir mettre cet environnement qui est propice pour l'éclosion d'abord des jeunes et puis les accompagner, comme vous le dites, jusqu'à arriver à être compétiteurs et de haut niveau. D'autant plus qu'on est à mi-parcours des Jeux Olympiques. Ça passe très vite. Trop vite. Et quand on parle des Jeux Olympiques, on pense à une chance de médaille. Elle a déjà brillé sur la scène mondiale et aux Jeux Olympiques, médaille d'or. C'est notre petite Kylian Emour qui a brillé au Caire avec une double médaille d'or, félicité par le président de la République. C'est un sujet signé Sid Ahmed Bourab. Elle ne cesse d'affoler les compteurs et de collectionner les médailles. Kylian Emour a profité de l'étape du Caire pour en rajouter de nouvelles. D'abord au bar asymétrique, son agrès de prédilection, où elle décroche la jolie note de 14.033. It's very rare to see issues from Kylian Emour on this apparatus, but she concludes with a lovely double layout. Ne s'arrêtant pas en si bon chemin, Emour récidive avec l'épreuve de la poutre, où la récolte est de 14.266. Une progression fulgurante et des résultats exceptionnels, avec en ligne de mire le grand objectif des JO 2028. Le président de la République qui l'a félicité pour cette réussite, ces doubles médailles, il lui dit on attend, il lui souhaite plein d'autres succès. C'est pas la première fois à la poutre qu'elle se distingue? C'était l'année passée, donc à la même étape, c'était au Caire, elle avait remporté la médaille d'or sur la poutre et également au bar asymétrique. C'était le sujet de Sid Ahmed Bouraïd. Autant pour moi. Je me tourne vers vous. On est à mi-parcours. On a tendance à oublier que ces athlètes, les athlètes de très haut niveau, ces athlètes-là, c'est une machine réglée comme une horloge. Il ne faut surtout pas de grains de sable dans la préparation. Pas du tout. Surtout dans des disciplines comme la gymnastique, l'athlétisme, le judo, quel que soit. Le sport individuel. On ne doit pas s'arrêter. Les Jeux Olympiques commencent dès la fin des Jeux Olympiques de 2024 se sont terminés. Immédiatement après, il faut se projeter. Après un mois de repos et de répit pour les athlètes, juste après, on commence à planifier les Jeux Olympiques qui arrivent. Donc, c'est vraiment une planification c'est réglé, comme une horloge. Hein. Comme une horloge. Et on voit un Emour qui enchaîne. Donc, pour elle, sa préparation, elle est bien... D'autant plus qu'on est à mi-Jeux Olympiques. On est à 2 ans des Jeux Olympiques. On est à 2 ans. Mais est-ce que toutes les disciplines, est-ce que tous nos athlètes sont bien pris en charge pour déjà d'abord se qualifier, faire des chronos qui leur permettent d'aller aux Jeux Olympiques, par la suite parler de participation aux Jeux Olympiques? Sur certaines disciplines, ça va commencer je vais citer le judo, ça va commencer à partir de juin prochain. Donc le décompte, on va dire, pour cumuler les points
en vue d'une qualification. Pour l'haltérophilie, ça sera à partir du prochain championnat du monde qui va se dérouler avant la fin de l'année. Donc le décompte, on va commencer à récolter les points pour une qualification pour les JO. Et pour rester sur Kéliane Moore, juste pour dire qu'elle est déjà assurée du titre sur la Coupe du Monde. Donc, oui. Ouais, elle est déjà après assurée 4 étapes, ça y est. Notamment après le retrait de l'athlète russe, de la gymnaste russe qui ne participera pas. Va pas y aller. Elle va pas être sur On va y l'étape. arriver, on va y arriver. Elle va pas être là sur l'étape de Croatie. La donc, cinquième étape et la cinquième médaille, puisqu'on a annulé l'étape de Doha, donc je pense que... En raison de la situation. je le rappelle. Exactement, donc elle est déjà sacrée vainqueur de la Coupe du Monde. Juste après, il y aura les championnats du monde qui vont démarrer, donc elle sera avec... il y a également le championnat d'Afrique. hein. Au Cameroun, championnat d'Afrique. Je rappelle, Doha, ça ne concerne pas que la gymnastique, athlétisme et Grand Prix de Formule 1. Je terminerai avec, concernant Kéliane Moore. Elle a changé après les Jeux Olympiques, changé de staff technique avec de nouveaux objectifs et surtout les agrès où elle ne brillait pas, notamment la poutre, comme il l'a dit, elle a gagné une seule fois. Et bien là, pour monter, pour justement améliorer ses performances, c'est-à-dire qu'elle a tout changé. C'était un risque. C'était une arme à double tranchant. Elle pouvait changer d'entraîneur, de staff et tout, comme elle pouvait réussir, comme elle pouvait échouer, surtout qu'à la poutre, elle n'avait pas de bons résultats comme au bar asymétrique. C'est son agrès de prédilection. Tout à fait. Donc moi je dirais qu'elle a réussi son coup avec sa motivation et après un retour de blessure et tout. Donc elle a bien réussi son coup. Il est tombé pour elle, il est tombé pour l'Algérie qui récolte des médailles, médaille après médaille. Elle avait dit, Maman, elle avait besoin d'un nouvel environnement. hein. Donc ce changement, il était important dans sa carrière. Et j'imagine... Même le club, elle a changé de club. hein. C'est pas elle a 19 ans qui doit décider de tout ça. Je dirais que ses parents, elle a son agent Pourquoi qui vous dites, moi réfléchissent bien. j'écoutais, quand vous dites ça, je ne suis pas tout à fait d'accord. Sa mère, c'est une ancienne gym. Oui, mais c'est elle qui a du ressenti, c'est elle qui ressent les choses, les ondes, c'est elle, peut-être elle en discute, Tout à fait. mais j'écoutais Kylian Mbappé qui disait, vous savez, on pense que c'est ma mère ou mon père, mais non, c'est moi qui décide, je discute, mais c'est moi qui décide. Ces athlètes-là, c'est des athlètes qui ont du caractère, donc je ne pense pas qu'on puisse leur imposer quoi que ce soit. Non, pas imposé. Accompagnée. Elle est bien voilà. entourée, elle est bien conseillée, elle est bien accompagnée pour ne pas prendre des décisions qui vont remettre en question tout le parcours qu'elle a eu jusque-là. Donc, je parle beaucoup plus d'accompagnement, on ne décide pas à sa place. Voilà ce que Pour vous, c'était un risque? Oui. Avec un staff, elle était championne du monde, elle a participé à toutes les Pour vous, compétitions. en prenant cette décision, elle sort de sa zone de confort, elle se met en difficulté? Elle se met en danger, elle se met en difficulté, mais c'était un défi. C'est payant. Ça a été payant. C'était un défi. Mais Elle a réussi son défi. Mais elle voulait également progresser. Parce que rester sur un seul agrès, ça vous procure une seule médaille. Là, en gymnastique, on peut avoir 2, 3, 4 médailles. Il y a plusieurs agrès. Surtout quand on sait la carrière d'un gymnaste ou d'une gymnaste, elle est vraiment courte, elle ne peut pas aller très loin. Elle peut aller jusqu'à 24 ans, 25 ans. C'est pour demain. Elle n'aura que 21 ans, 21 ans au prochain JO, elle peut faire encore une autre Olympiade. Pas plus. Oui. Donc, elle veut progresser, d'accord, mais le choix était difficile, était un risque. Pour moi, c'était un risque, mais elle a pris le risque, c'était un défi, avec une motivation, elle a réussi, et tant mieux pour elle. Avec une coach, elle est considérée comme l'une des meilleures en France. Donc Nadia Massé qui l'accompagne pour progresser. Et on le voit, le résultat. Oui, elle a progressé. Au bar asymétrique, elle est constante. C'était son dada. Mais là, elle passe aux poutres et peut-être dans 2 ans, elle va être sur un autre agrès. Inch'Allah. Déjà, pour les championnats du monde et les championnats d'Afrique, on lui souhaite qu'elle décroche la médaille d'or non seulement au bar asymétrique, mais aux poutres, à la poutre plutôt. Et puis, elle aura le choix pour une troisième spécialité. Ce qui est formidable, et je terminerai par cette remarque, c'est que cet athlète permet à l'Afrique de briller également, parce que les Africains, on n'a jamais brillé en gymnastique. Et elle a donné cette occasion à l'Afrique d'être sur la plus haute marche du podium. Ce qui est agréable avec vous, M. Daït Abdelrahman, je ne connais pas beaucoup de footballeurs qui s'intéressent aux autres disciplines. Alors la gymnastique, encore moins. Mais là, vous parlez de gymnastique comme si vous étiez tous les jours en train de regarder Kéliane Moore.
Eh ben, en tant que footballeur, Non, mais mais j'ai vu, hein, on vous parle de n'importe quel sujet, en sport co, en sport individuel. Vous connaissez les joueurs, vous connaissez tout. Hein. Vous êtes, en d'autres termes, un passionné de sport. Hein. Tout à fait. Quand on a commencé à faire du sport dès le bas âge, donc on essaie de toucher à tout, de voir tout et d'essayer d'avoir le maximum d'informations, surtout qu'actuellement, on peut avoir l'information. Vous aimez tous les sports ou il y a des sports que vous n'aimez pas regarder? Bon, il y a des sports que je ne regarde pas quoi, comme ça, mais il y a d'autres que j'aime voir. La Formule 1, par exemple? Sport mécanique, pas vraiment. Non, je me dis peut-être qu'il y a un franco-algérien, et il revendique son algérianité. Il y avait déjà un Algérien avant qui participait. Il était en Formule 3. Il était en Formule 3, oui. Ouais, mais vous avez en Formule 3, vous avez Issa Hadjad, qui a été reçu à Canal Algérie, je le rappelle, par Lilia Bakhaled. Il était tout gosse. Elle l'avait reçu et il revendique son algérianité. C'est pour ça que je vous dis peut-être que vous avez regardé. Tant mieux pour nous. Oui, on suivra son progrès et son évolution. Merci encore une fois. Merci, Maman. Encore une fois, M. Daït Abdelrahman, merci de nous avoir suivis. Merci à Hamouche. Merci à vous. On remercie l'ensemble de l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. On vous dit bonne soirée. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine en espérant de bons résultats de demain pour nos clubs engagés en compétition africaine. Au revoir.